Cinquième partie de concevoir une plaque, c'est définir le tracé de plaque et ses impératifs. En fait, le tracé de plaque, s'il fallait vraiment le justifier et le démontrer, cela serait très difficile parce qu'il nous faudrait un ingénieur et un architecte pour chaque cas clinique. Il faut savoir que l'évolution de la façon dont on trace les plaques, c'est faite avec l'évolution technique, le choix des matériaux, et puis ensuite les résultats cliniques. C'est pour ça qu'il y a une part de sens clinique qui est demandée à celui qui va faire son tracé de plaque. Néanmoins, il y a une logique et nous allons nous attacher à montrer cette logique. Un élément important des tracés de plaque est le crochet. Le crochet a plusieurs fonctions. Il a une fonction d'appui par son appui occlusal, une fonction de rétention, passive et active, active par l'extrémité de son crochet qui est la seule partie qui est sous la ligne de grand contour, passive par des phénomènes d'emboîtement et de friction, que ce soit par la potence, que ce soit par les bras de réciprocité. La réciprocité, c'est la troisième fonction, elle se fait sur toute la hauteur de désinsertion de la dent. C'est une réciprocité aux forces scoliodontiques exercées par l'extrémité active du bras de rétention. Fonction de stabilisation par sa potence et par son bras de réciprocité qui permet de stabiliser la plaque. Fonction de ceinturage en entourant la dent de telle manière à ce que les forces soient transmises dans l'axe de la dent et qui est de minimiser les effets de scoliodontique sur cette dent. Et puis ensuite, il y a une liaison qui est assurée par la potence entre le crochet et la grille de la plaque. La classification des crochets peut se faire en deux types de crochets, les crochets d'origine occlusale et les crochets d'origine dite cervicale, ayant une potence venant de la selle. Dans les crochets d'origine occlusale, on trouve le crochet de base, aussi appelé crochet numéro 1, qui est un crochet qui a toutes les fonctions du crochet et dont l'indication particulière est en général les édentements encastrés, ayant une dent proximale, que ce soit en mésiale ou en distale. Ensuite, nous avons les crochets circonférentiels. Il y a les crochets circonférentiels, par exemple, comme les crochets à action postérieure, dont l'appui occlusal se trouve du côté de l'édentement. On trouve très souvent ces crochets sur des molaires inférieurs, par exemple, des 7 inférieurs. Et ils présentent l'avantage de ceinturer la dent, donc d'un très bon ceinturage, et ensuite de pouvoir utiliser une rétention du côté mésial de cette dent, très proche de la potence. Si ces crochets à action postérieure ont deux appuis occlusaux, un mésial et distal, on les appelle à ce moment-là des crochets anneaux. Ensuite, un crochet très utilisé, le nali-martinet, qui est un crochet utilisé en général avec un appui occlusal opposé à l'édentement, de telle manière à ce que l'effet scoliodontique sur la dent soit tel que la dent ne verse pas du côté de l'édentement. Ces crochets de nali-martinet sont utilisés lorsqu'on a des édentements dits libres, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule dent qui imite le secteur édenté. Et ce sont des crochets qui peuvent être modifiés lorsqu'on fait des fraisages en ayant des bras de rétention qui ne viennent pas sur la face mésiale mais qui s'arrêtent sur la face distale. Le ceinturage étant alors confié à la possibilité d'immobiliser la dent par un puits remplaçant l'appui occlusal. Et puis ensuite, nous utilisons très souvent des crochets dits cavaliers, qui sont des crochets en fait qui sont contralatéraux à l'édentement. Et ces crochets cavaliers, ça peut être deux crochets de base dos à dos, c'est-à-dire deux crochets numéro 1 dos à dos. Ça peut être aussi un crochet de base ou crochet numéro 1 dos à dos avec un crochet circonférentiel qui permettent de parfaitement ceinturer une dent distale.
Viennent ensuite les crochets d'origine cervicale qui sont utilisés en fonction de la loi de la ligne guide, puisque c'est la ligne guide qui va permettre de définir si on utilise un crochet d'origine occlusale ou cervicale. Et on va trouver par exemple le crochet de roche dont une partie est rétentive, simplement l'extrémité d'un des petits bras est rétentif. L'ensemble du crochet se trouve au-dessus de la ligne guide. Ce sont des crochets qu'on trouve très souvent bien sur les canines, parce que la ligne de grand contour qui devient la ligne guide détermine très souvent l'utilisation de ce type de crochet. On peut parfois n'utiliser qu'un demi-crochet de roche. À ce moment-là, on n'utilise qu'une partie du crochet qui est la partie rétentive du crochet, qui vient se cacher sur la face distale de la dent. Et puis on peut parfois encore simplifier ce crochet en un crochet en I, donc on a simplement comme une petite potence qui viendrait sous la ligne de grand contour et qui assurerait la rétention. On peut décliner ainsi différentes formes de crochets, dont deux familles sont relativement connues, qui sont la famille des clustires et la famille des RPI. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de connaître les fonctions du crochet, savoir comment utiliser ces crochets, mais surtout assurer leur réciprocité de telle manière à ne pas avoir d'effet scoliodontique sur les dents. Pour pouvoir réaliser notre assiette plaque, nous allons utiliser d'autres éléments que les crochets. Nous allons les voir un par un. On va commencer par les barres coronaires. Les barres coronaires, autrefois, se dessinaient essentiellement au-dessus de la ligne de grand contour. Elles servaient à rigidifier le châssis et surtout à stabiliser les prothèses. À l'heure actuelle, la tendance est différente. On trace la barre coronaire à cheval sur la ligne de grand contour. Et le fait qu'on est à cheval sur la ligne de grand contour, il y a une partie qui est de contre-dépouille, ce qui nécessite donc de faire une préparation pelliculaire pour mettre deux dépouilles la surface guide, ce qui permettra donc à la barre coronaire de jouer un rôle de stabilisation, d'emboîtement et de friction, qui permettra donc aussi de participer à la rétention passive de la prothèse. Les barres dites coronaires sont dites coronaires sur les prémolaires et les molaires. En fait, sur le bloc incisivo-canin, on les appelle des barres singulaires, et elles ont un intérêt tout à fait différent. Les barres singulaires ont été utilisées autrefois pour les plaques en or, pour rigidifier les plaques. À l'heure actuelle, elles servent essentiellement de point d'appui, permettant d'avoir un minimum de sustentation, mais surtout de permettre d'avoir ce qu'on appelle des appuis indirects autour d'un axe de rotation, d'instabilité, par exemple d'une prothèse. Ces barres singulaires englobent largement le cingulum, surtout dans la partie dite la plus horizontale du cingulum, et remontent le long des lignes de transition, comme on peut le voir sur les deux photos. On peut donc différencier un tiers au-dessus du cingulum, un tiers sur le bombé du cingulum et un tiers sur la partie inférieure du cingulum. Ces barres singulaires sont pas toujours faciles à utiliser parce que parfois au maxillaire supérieur elles gênent l'occlusion. Elles doivent donc être à ce moment-là utilisées dans le cadre de bridge, par exemple, de canine à canine. On va pouvoir réaliser un fraisage, et à ce moment-là, ces barres singulaires vont pouvoir se fondre dans la morphologie axiale de la dent à l'aide de ce fraisage et permettre une très bonne stabilité de la prothèse. Par contre, elles auront comme inconvénient, du fait du fraisage et de leur importance, à fermer les embrasures. À la mandibule, les barres singulaires sont pas toujours bien tolérées par les patients parce que les barres singulaires vont de canine à canine et la pointe de la langue a tendance à être irritée par les différentes limites de ces barres singulaires qui s'additionnent aux limites des barres linguales. C'est pour ça que très souvent, on verra que les barres singulaires sont transformées en bandeaux linguales. La barre linguale, c'est un élément de liaison entre le secteur 3 et le secteur 4. C'est un élément qui doit être parfaitement rigide. C'est pour ça qu'on n'hésitera pas à l'épaissir, ce qui ne gêne pas du tout le patient.
Une barre linguale, eh bien, elle doit être à distance de l'anneau gingival et elle doit être à distance de la position la plus haute du frein lingual qu'on aura enregistré et reporté sur le modèle. La barre linguale rejoint la grille sur laquelle on aura la selle qui va englober, qui sera à l'intérieur de la selle, et on voit très bien sur la photo que la barre linguale, le passage de la barre linguale à la grille se fait par un arrêt de plaque permettant à la résine d'avoir une certaine épaisseur pour ne pas s'effriter. On peut remarquer sur la photo aussi que la potence rejoint la barre linguale en s'évasant légèrement, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de fracture à cet endroit-là, et au contraire que la liaison soit renforcée entre la potence et la barre linguale. Cette barre linguale est distante de la muqueuse, c'est-à-dire que sous la barre linguale se trouve un espaceur lors de sa réalisation du maquettage. Nous voyons ensuite la notion de plaque pleine. La plaque palatine, sur la surface d'appui primaire, est une plaque pleine. Sur le secteur 1, nous voyons que cette plaque pleine est limitée de la grille par ce qu'on appelle un arrêt de plaque, qui permet aussi d'avoir une certaine épaisseur de résine, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'effritement de cette résine. D'autre part, sur le secteur 1, on remarque que la plaque pleine palatine est dite décolletée, c'est-à-dire que la plaque pleine ne vient pas sur l'anneau gingival. Par contre, sur le secteur 2, la plaque pleine vient recouvrir l'anneau gingival sans s'appuyer dessus, c'est-à-dire qu'il y a un espaceur, et vous voyez que cette plaque pleine vient remonter sur les dents. On a l'habitude de dire, dans un raccourci, de parler de plaque pleine lorsqu'elle n'est pas décolletée, et de parler de plaque décolletée lorsqu'effectivement il y a un décolletage. Sur ce modèle, nous voyons que sur le secteur 1, elle est décolletée, et sur le secteur 2, la plaque est dite pleine. Nous avons ensuite la notion de bandeau lingual. Le bandeau lingual, c'est en fait un appui singulaire qui vient rejoindre une barre linguale, c'est-à-dire que la limite supérieure du bandeau lingual est la limite supérieure de ce qu'on appelait tout à l'heure la barre singulaire, avec un appui effectif sur le cingulum, et ensuite la limite inférieure du bandeau lingual est la limite inférieure de ce qu'on a appelé tout à l'heure la barre linguale, en sachant que donc il y a une partie muqueuse qui est sans appui sur la muqueuse, c'est-à-dire qu'il y a un espaceur. On a donc là l'équivalent de ce qu'on a appelé tout à l'heure une plaque pleine. L'intérêt de ce bandeau lingual, eh bien, c'est de ne pas avoir trop de limites, c'est pas avoir 4 limites, de moins gêner la pointe de la langue. C'est quelque chose qui est beaucoup plus confortable pour le patient. L'indication du bandeau lingual, eh bien, ce sera lorsqu'on a besoin d'un appui singulaire, par exemple dans le cadre d'un appui indirect, et qu'on ne voudra pas utiliser de barre singulaire. Le bandeau lingual nécessite une très très bonne hygiène du patient sous ce bandeau, puisqu'on a un milieu semi-anaérobie qui va se mettre en place du fait que la circulation salivaire se fera un peu plus difficilement, mais de toute façon, lorsqu'on réalise un châssis métallique, il est absolument nécessaire que le patient ait une très 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 bonne hygiène. Un autre élément servant au tracé de plaque est la grille. Cette grille, elle va servir à maintenir la selle en résine et de liaison entre la selle en résine et le châssis métallique. Cette grille est espacée de la muqueuse pour qu'il n'y ait pas de contact avec la muqueuse. C'est pour ça qu'on voit ici sur la photo qu'il a été réalisé un espaceur. Si on a mis un espaceur bleu en cire. Cette grille, effectivement, elle ne doit pas approcher l'anneau gingival proche de la dent proximale, et elle doit des picots ou des éléments de rétention pour la résine. Cette grille est séparée de la plaque pleine palatine par un arrêt de plaque, c'est-à-dire une petite marche en métal qui permet à la résine d'avoir une certaine épaisseur afin qu'aucun effritement de la résine ne puisse se faire. Nous avons ici le cas d'un modèle pédagogique et nous allons voir les différentes séquences du tracé de plaque.
En 1, nous allons tracer l'axe de symétrie du modèle. Cet axe de symétrie passe par la papille bunoïde et passe par les 2 fossettes palatines postérieures. Cet axe de symétrie est tracé en noir, comme tous les axes, et comme toutes les décharges aussi. Cet axe de symétrie sert à la symétrisation de notre tracé. En 2, nous allons tracer la projection des dents manquantes, de telle manière à définir le volume du couloir prothétique et de pouvoir tracer la tangente en palatin, ce qui permet de définir la limite entre la plaque pleine et la grille, c'est-à-dire qu'en fait ce trait noir sera le futur arrêt de plaque. En 3, nous allons tracer des indices négatifs spécifiques aux plaques métalliques de prothèse à joint partiel. La première chose, c'est que nous devons rester à distance d'au moins 4 mm pour les dents antérieures et 7 mm dans les dents postérieures de l'anneau gingival. On va donc tracer un tireté rouge indiquant cette limite. Vous voyez que ce tireté rouge s'arrête au niveau du trait noir correspondant à l'arrêt de plaque, c'est-à-dire au niveau du couloir prothétique. Donc c'est à la limite du couloir prothétique que ce tireté rouge va vers la dent en s'arrêtant au niveau de l'anneau gingival. D'autre part, le tracé de ce tireté rouge réalise un vrai décolletage suivant un bel arrondi, de telle manière à ne pas pincer la gencive et ne pas créer par exemple un effet de diapnosie ou une blessure du parodonte. Un autre territoire est strictement interdit, c'est celui qui est à 4 mm en avant des fossettes palatines et à 2 mm en arrière des fossettes palatines, tel qu'on le trouve ici sur le modèle. Eh bien, cette partie est une zone qui fait que si la plaque s'arrêtait dans cette zone, eh bien, il y aurait une discontinuité qui ferait croire au cerveau qu'il y a un objet à déglutir et provoquerait un phénomène d'apnée, ce qui amènerait évidemment le patient à avoir un réflexe de nausée. Et il vaut donc absolument que la prothèse s'arrête soit carrément en avant de ces 4 mm, soit carrément en arrière de ces 2 mm. Mais cette zone de déglutition est une zone qui est strictement interdite pour qu'il y ait un arrêt, c'est-à-dire une discontinuité. Nous avons ensuite une autre zone qui est particulière, qui est celle de la bunoïde. Non pas qu'elle soit strictement interdite, mais il faut faire très attention que la limite de la prothèse ne soit pas séquente sur la bunoïde et que en fait elle ne vienne pas couper cette bunoïde, c'est-à-dire que la limite soit arrondie évidemment et soit dans une partie qui remonte de telle manière à ne pas venir comprimer cette bunoïde. Une autre particularité sont les zones de Schroeder, qui sont en fait une invagination de tissu celluleux venant du palais mou vers le palais dur, qui lui a une muqueuse qui est dite attachée. Vous voyez que ces zones de Schroeder, eh bien donc elles sont plus ou moins dépressives d'un patient à l'autre. Non pas qu'il faille ne pas les recouvrir, mais elles présenteront une sustentation évidemment plus faible. Ces zones de Schroeder se dessinent en étant parallèles au torus palatin dans la partie médiane et ensuite en s'évasant vers l'arrière, vers le palais mou. Le plus souvent, ces zones de Schroeder s'invaginent jusqu'à la face distale, en général les 16 et 26. Vous pouvez voir sur les photos grossissantes, qui sont en zoom des 2 photos supérieures, la façon dont on doit faire ces tracés. En particulier pour la photo du milieu, on voit très très bien le décolletage qui part à la limite du couloir prothétique. C'est une notion importante. Il est évident que au niveau de l'édentement lui-même, on ne pourra pas être à 4 mm de l'anneau gingival et qu'il faudra ménager quand même un espace permettant de ne pas comprimer cet anneau gingival et qu'il faudra particulièrement demander aux patients une hygiène thérapeutique de ces endroits car évidemment il y a un risque d'inflammation et il y a un risque pour le parodonte sur ces faces proximales des dents. C'est pour cela que
lorsqu'on quitte le couloir prothétique, immédiatement on s'échappe de telle manière à ne pas venir comprimer, de risquer de comprimer l'anneau gingival. Lorsqu'on a une plaque pleine, bien la plaque, quand elle va arriver dans cette zone interdite de 4 mm ou 7 mm, eh bien, devrait être aérienne, c'est-à-dire qu'on devra avoir un espaceur qui fera tel que la plaque n'appuie pas sur l'anneau gingival et qu'il n'y ait pas de risque de compression de cet anneau gingival. Nous mettons maintenant en place des appuis occlusaux. La première règle est de mettre des appuis occlusaux sur toutes les dents limitant les secteurs édentés et de les mettre du côté de l'édentement lorsqu'il s'agit de secteurs équestrés et opposés à l'édentement lorsqu'il s'agit de secteurs libres. Dans le cas qui se présente à nous, nous allons donc mettre des appuis occlusaux du côté de l'édentement. Ce faisant, nous avons créé un axe d'instabilité entre la face mésiale de la 17 et la face mésiale de la 24. Nous n'avons donc pas de quasaire d'équilibre parfaitement répartis en fonction d'un plan sagittal et d'un plan frontal représenté par les flèches rouges. Nous avons donc mis en place des appuis occlusaux entre la 27 et la 28. Ce sont des appuis occlusaux contralatéraux. Nous avons choisi de les placer entre 27 et 28 pour que la 28, qui est une dent terminale, puisse s'inscrire dans l'architecture globale de notre réhabilitation prothétique et ne pas avoir un effet monolithique de notre construction. En effet, une 28 pourrait par exemple tout doucement bouger et on pourrait avoir une rupture du point de contact entre 27 et 28 tel que nous aurions un problème par exemple de paro entre 27 et 28. Le même principe nous a amené à réunir 17 et 18. Avec les appuis occlusaux ont été mis de part et d'autre, c'est en mésial de 17 et en distal de 18, de telle manière à pouvoir ensuite réunir ces deux dents et ne pas laisser la 18 être seule en dehors de l'architecture globale de la reconstruction prothétique. D'autre part, nous appliquons ici une deuxième règle qui est une règle qui permet de réunir 2 ou 3 dents en une seule dent et d'avoir un effet intéressant puisqu'elle permet de donner une unité à 2 ou 3 dents comme si elles étaient une dent. Sur une dent, nous allons mettre un appui occlusal en mésial et en distal de telle manière à avoir des forces qui s'appliquent dans l'axe de cette dent. Eh bien, pour 2 dents et 3 dents, nous allons appliquer la même règle. À partir du moment où nous avons un appui occlusal, nous avons forcément une potence. Nous envoyons l'expression là sur une centrale en haut et à gauche. Cette potence permet de relier l'appui occlusal singulaire à la grille. En haut et à droite, nous voyons bien que cette potence en fait est aérienne à partir du moment où elle quitte le plan guide et qu'elle vient rejoindre la grille. La flèche rouge nous l'indique bien. En fait, sur le modèle en plate, nous traçons la projection de cette potence et nous l'arrêtons par 2 petits points. D'autre part, nous voyons une potence en bas et à droite, qui est une potence qui est, elle, non proximale, mais qui se trouve une potence qui doit être aérienne, puisque étant interproximale, elle doit en aucun cas venir comprimer l'anneau gingival et la muqueuse dans cette zone interdite dans la région molaire qui est de l'ordre de 7 mm. C'est pour ça que nous avons tracé sous le dessin de cette potence, nous avons tracé en noir le fait qu'il ne faut pas oublier de mettre un espaceur. On peut remarquer sur ces photos la façon dont la potence a été arrêtée de manière arbitraire par des petits points, mais devinez aussi qu'il y a la grille qui va être tracée et que cette grille va s'arrêter à l'arrêt de plaque, le trait en noir, et que nous avons une zone de décolletage qui a permis, qui part de cet arrêt de plaque et qui permettra de délimiter aussi la plaque pleine.
Ceci fait, il ne nous reste plus maintenant qu'à dessiner les crochets. Dans le cas particulier qui nous intéresse, nous avons sur 17 et 18 des crochets de base, ou numéro 1. Ces crochets présentent la particularité d'être soudés entre eux par leur barre de réciprocité, leur bras de réciprocité, afin de réunir ces deux dents. Sur la 14, nous avons là aussi un numéro 1 classique. Ensuite, eh bien, nous avons du côté contralatéral un crochet cavalier un peu particulier, puisqu'il est composé sur la 27 d'un crochet de base au numéro 1, opposé à un crochet circonférentiel sur la 28, ce qui permet d'avoir un très bon ceinturage de cette 28 et d'éviter qu'elle y ait un effet scoliodontique qui la verse en distale. Nous traçons ensuite les limites latérales de la plaque palatine qui est pleine. Ces limites latérales, elles ne font que réunir les potences entre elles, sans s'approcher de l'anneau gingival, c'est en respectant la zone interdite des 4 mm dans la zone antérieure et 7 mm dans la zone postérieure. Ces limites latérales vont définitivement donner le tracé de cette plaque pleine en respectant ici la notion de décolletage. On voit très bien en haut et à gauche que le trait bleu, qui correspond donc au tracé de plaque, le trait bleu s'arrête au niveau du couloir prothétique, puisque la plaque pleine est limitée en cet endroit par l'arrêt de plaque et le couloir prothétique. Il se continue un tout petit peu pour marquer la limite antérieure de la grille et venir rejoindre la projection de la potence. D'autre part, nous voyons en bas et à gauche aussi une potence un peu particulière avec un tracé un peu particulier de la limite latérale de la plaque. Effectivement, le décolletage vient rejoindre cette potence distale sur la 18. Cette potence en fait est aérienne. Cette potence, elle est aérienne sur toute la partie de la zone interdite des 7 mm et pour bien le montrer aux prothésistes, au laboratoire, nous avons noté sous cette potence la notion d'espacement par l'étireté en noir. De même que au niveau de 27 et 28, la limite latérale vient rejoindre la potence qui elle-même est séparée de l'anneau gingival et de la muqueuse par aussi un espace. Vous voyez d'autre part que cette limite latérale de plaque vient en s'évasant, vient rejoindre l'évasement de la potence de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'angle droit qui puisse être dangereux pour la muqueuse et surtout aussi pour renforcer la connexion entre la potence et la plaque. En 7, maintenant, il va nous falloir tracer la limite antérieure et postérieure de la plaque palatine pleine. La limite antérieure doit être la plus dégagée possible vers la partie postérieure pour libérer un espace phonétique, en particulier pour les sifflantes derrière le groupe incisivo-canin. Et la limite postérieure voudrait être la plus antérieure possible pour dégager la zone de déglutition, la zone postérieure du palais, afin d'améliorer le confort de notre patient. Ce qui fait qu'on aurait une plaque dite en H. Mais il nous faut aussi une surface minimum, telle que l'appui muqueux soit satisfaisant et puisse travailler en synergie avec les appuis dentés. C'est pour ça que d'une part, dans le cas présent, puisque nous avons un édentement antérieur, il ne sera pas possible d'avoir une limite antérieure autre que celle commandée par le couloir prothétique et le remplacement des dents antérieures. Par contre, nous devrons indiquer aux patients les difficultés qu'il aura un petit peu au niveau de la phonétique et l'apprentissage qui lui sera nécessaire. Dans la partie postérieure, le plus généralement possible, lorsqu'on peut et lorsque la surface est suffisante, on trouvera un très bon endroit pour tracer notre limite postérieure au niveau de la face distale de 16 et 26. Cette limite postérieure devra être perpendiculaire au
plan de symétrie de telle manière à symétriser et permettre une meilleure intégration de notre plaque. Ceci est valable particulièrement dans les pays latins, mais c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, on accepte un peu plus volontiers d'avoir une limite postérieure qui soit légèrement oblique. Les limites antérieures et les limites postérieures vont être réunies aux potences et aux limites latérales par des formes les plus douces et arrondies possibles de telle manière à ne pas blesser le patient. Il nous restera en 8 donc à tracer les barres coronaires sur les prémolaires et les molaires qui permettront, lorsqu'on fait des préparations pelliculaires, d'avoir un très bon empoîtement de notre prothèse, de stabiliser nos prothèses, et si on fait des fraisages, d'augmenter la rétention passive d'une manière tout à fait notable, en plus que de stabiliser nos prothèses. Nous avons, pour transmettre ces informations au laboratoire, des schémas en pointillés sur lesquels nous pouvons reproduire la position des dents absentes et des dents présentes. Ces schémas ne remplacent en aucun cas le modèle d'étude sur lequel on aura fait réellement le tracé de plaques. Effectivement, la troisième dimension manque beaucoup à ce type de schéma. Néanmoins, viendra compléter les informations qu'on n'a pas forcément pu donner sur les modèles d'études, et ceux devront être systématiquement envoyés avec les modèles d'études. Nous voyons donc ici le tracé de l'axe de symétrie, ensuite les couloirs prothétiques, les indices positifs et négatifs, et puis la mise en place des appuis occlusaux, la réalisation du quadrilatère d'équilibre avec des appuis occlusaux contralatéraux. Sur cette deuxième planche, nous voyons le tracé des appuis occlusaux. Qui dit appui occlusal dit potence, donc le tracé des potences. Nous voyons aussi le tracé des crochets avec une petite flèche indiquant l'endroit où on veut mettre la rétention, qui en général la rétention est 0,25 dans le cobalt chrome, et puis le tracé des limites latérales de la plaque pleine palatine. Au passage, nous pouvons remarquer que le vert est utilisé pour les indices positifs, comme les lignes de crête, le rouge pour les indices négatifs, que le noir est utilisé pour les axes et pour les décharges, les projections des dents manquantes, et que le bleu est réservé au tracé de la plaque elle-même, la plaque métallique elle-même. Nous allons ensuite tracer les limites postérieures et antérieures de la plaque. Dans les cas précis, nous sommes loin de la position de confort en H de la plaque, puisque dans la zone antérieure, nous avons un édentement, donc il n'y a pas de limite antérieure. Par contre, la limite postérieure se trouve placée conventionnellement, comme quand cela nous est possible, au niveau de la face distale de 16 et 26. Nous voyons que nous avons une surface d'appui muqueuse qui est suffisante. Parfois, certains veulent faire une fenêtre au niveau de cette face palatine pour améliorer le confort du patient, en particulier sa gustation. Il y a peut-être un effet psychologique d'allègement de la plaque, mais il y a surtout pour la langue de nouvelles limites. Or, plus on a de limites dans la bouche du patient, et moins la plaque est confortable. C'est pour ça que tous les essais cliniques ont montré qu'en général, une plaque pleine était bien mieux supportée qu'une plaque avec une fenêtre. Si certains d'entre vous voulaient réaliser cette plaque fenestrée, il faudrait quand même que la surface d'appui soit suffisante, ce qui n'est pas toujours évident. Et ensuite, il faudrait que le cadre ait des dimensions minimales, de l'ordre de 4 à 6 mm au niveau de ses côtés, de telle manière à garder une bonne rigidité. Ce cas clinique est celui donc d'un cas clinique présentant deux édentements libres au maxillaire. De ce fait, nous avons des appuis occlusaux qui sont sur 15 et 25 opposés à l'édentement. Et nous avons créé un axe de rotation et d'instabilité. Pour éviter donc une rotation autour de cet axe, il nous faut d'une part un bon appui muqueux au niveau des crêtes, du palais et des tubérosités, et d'autre part dans le secteur antérieur des appuis indirects. Ces appuis indirects ne peuvent se trouver sur les centrales et les latérales, du fait que ce serait occupé
un espace phonétique, et d'autre part, ces dents ne sont pas tout à fait capables d'absorber des efforts importants. C'est pour ça qu'en général, nous plaçons ces appuis indirects sur des canines, un appui occlusal singulaire sur ces dents, avec des potences qui seront le plus souvent déjetées dans la partie mésiale de ces canines. D'autre part, nous remarquons aussi sur ce cas clinique que la selle en résine vient largement recouvrir la tubérosité. Certains auteurs prévoient de recouvrir cette tubérosité avec la plaque métallique. Pour notre part, nous préférons que ce recouvrement se fasse en résine. Nous voyons aussi que la limite antérieure dégage largement l'espace phonétique en étant la plus postérieure possible. Il faudra compléter ce tracé par des barres coronaires au niveau de 13, 14 et 15 et 23, 24, 25. Ces barres coronaires permettront un meilleur emboîtement de la prothèse, donc une rétention passive par emboîtement et par friction. D'autant plus que si nous faisons des fraisages, nous aurons encore un état beaucoup de rétention passive qui sera largement augmenté. Ces barres coronaires placées latéralement ne gênent jamais le patient et nous ne devons pas hésiter à les utiliser. Ce cas clinique est un cas clinique d'édentement partiel à la mandibule. Nous voyons qu'il y a un secteur encastré sur le secteur 3 et un édentement libre sur le secteur 4. Un axe d'instabilité qui passe en mésial par l'appui occlusal de la 37 et par l'appui occlusal mésial opposé à l'édentement sur la 44. Nous avons donc besoin, pour limiter la rotation autour de cet axe jaune sur la photo, nous avons besoin d'une part d'un très bon appui muqueux au niveau du secteur 4, qui devra se faire par une mise en condition tissulaire, par une bonne technique d'empreinte, et d'autre part, de l'autre côté de cet axe jaune, dans la partie antérieure, nous avons besoin d'appuis indirects que nous allons multiplier en ayant des appuis indirects, comme le montrent les flèches vertes, aussi bien en distal de la 35 que sur la 33 et la 43. Le fait de multiplier les appuis indirects permet de répartir la charge sur différentes dents et de mieux stabiliser la prothèse sur son appui denté. Et toujours dans ce même état d'esprit, nous voyons que sur la 45, eh bien, nous avons dédoublé l'appui occlusal en distal de 44 et en mésial de 45 afin de répartir les charges de ces appuis occlusaux sur plusieurs dents. Nous pouvons remarquer aussi sur ce schéma la façon dont la barre linguale s'arrête avec un arrêt de plaque au niveau de sa liaison avec la grille sur le secteur 4. D'autre part que cette barre linguale donc à sa distance des freins de la langue et de l'anneau gingival. Et nous pouvons remarquer aussi que nous avons placé des barres coronaux singulaires au niveau de 33, 34 et 35, 43, 44 et 45. Là encore, il faut savoir que ces barres coronaux singulaires placées latéralement ne gênent en aucun cas le patient, augmentent largement la stabilité et s'il y a un phénomène d'emboîtement par préparation pelliculaire au fraisage, là, augmente largement la rétention passive et la qualité de stabilité de nos prothèses. Nous pourrions tout à fait imaginer sur ce cas clinique que la 37 soit une dent qui puisse pas être très pérenne et qui, à moyen terme, par exemple, pourrait disparaître. Auquel cas, pour ne pas avoir à refaire entièrement cette prothèse, on pourrait d'ores et déjà prévoir avoir un appui occlusal mésial de la 35 avec une potence interproximale, ce qui fait que lors de la disparation de la 37, il suffirait simplement de supprimer le crochet, de rallonger la selle, et ça c'est un élément important de prothèse partielle, c'est de penser à l'avenir et d'avoir un concept de prothèse partielle qui soit modulable. Ce cas clinique mandibulaire est celui d'un double édentement libre, avec un secteur denté de 34 à 44,
Nous voyons en jaune l'axe d'instabilité, de rotation et d'instabilité, donc la nécessité d'avoir un appui muqueux de bonne qualité sur le secteur 3 et 4, et dans le secteur antérieur d'avoir des appuis indirects, qui sont très souvent, pour beaucoup de praticiens, une barre singulaire. Nous avons aussi la possibilité, comme nous le verrons plus tard, de mettre en place un bandeau, ce que nous préférons largement, car la barre singulaire présente des limites et souvent gêne la pointe de la langue du patient lors de la phonétique, entre autres. Nous voyons aussi le fait que nous sommes obligés de soutenir cette barre singulaire par des potences supplémentaires, puisqu'une barre coronaire ou singulaire doit être soutenue à peu près par des potences toutes environ les 4 dents. Ce qui amène à avoir un risque de diapnosie entre les barres si elles sont trop proches, entre les potences, pardon, si elles sont trop proches les unes des autres. Ce cas clinique aussi, pour vous montrer avec la photo la façon dont doit être dessinée et la façon dont est fabriquée, entre guillemets, la liaison entre la barre linguale et la grille. Vous voyez qu'il y a un arrêt de plaque permettant d'avoir une certaine épaisseur de la résine afin qu'elle ne s'effrite pas. Et vous voyez que aussi il y a un élargissement de cette liaison de telle manière à ce qu'il y ait une bonne solidité qui soit assurée dans cette liaison entre la barre linguale et la grille. Vous pouvez aussi remarquer sur ces photos que la barre linguale a une section demi-jonc. C'est pas tellement la largeur qui va assurer la rigidité de cette barre linguale, mais beaucoup plus son épaisseur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à avoir des barres linguales très épaisses. Elles ne gênent en aucun cas le patient. Le principe étant simplement qu'elles ne doivent jamais s'appuyer sur la muqueuse et donc toujours être espacées de cette muqueuse. On remarque aussi sur cette photo, comme sur d'autres photos, qu'il y a des griffes qui sont associées à cette barre linguale ou à des plaques. Ces griffes sont juste des griffes qui assurent un meilleur maintien denté lors de la fabrication et l'élaboration de la future prothèse. Ensuite, ces griffes seront coupées lorsque les empreintes seront prises, lorsque le montage sera fait et que la prothèse sera finie. Ce sont donc des griffes qui permettent d'avoir un meilleur positionnement de la plaque métallique par rapport à son appui denté, et ce sont des griffes qui sont là à titre transitoire. Ce cas clinique présente deux édentements libres à la mandibule, avec un secteur denté qui va donc de 34 à 44. Nous avons un axe de rotation d'instabilité qui passe donc en mésial de 34 et de 44, et nous devons d'une part, au niveau des secteurs édentés, avoir des empreintes anatomo-fonctionnelles avec des selles les plus longues et les plus grandes surfaces possibles afin d'empêcher ce mouvement de rotation au mieux. C'est pour ça que sur la photo à droite, nous voyons pour notre part que nous utilisons une technique avec de la pâte de Kerr permettant de vérifier le jour même de l'empreinte, la pâte de Kerr étant parfaitement dure, que on ait bien enregistré la déprécipitation tissulaire, tout au moins que nous aurions surtout une stabilité prothétique, future stabilité prothétique, en pouvant faire mordre le patient, bien sûr notre empreinte à l'aide d'un coton. Cette empreinte sera reprise jusqu'à ce que cette stabilité soit parfaitement acquise. D'autre part, on peut voir aussi l'intrado d'un bandeau lingual. Personnellement, c'est une technique que je préfère à celle d'un appui singulaire, parce que je n'ai que 2 limites et que le fait d'avoir une plaque pleine est largement mieux toléré par le patient. Nous avons en bas et à droite un détail de ce bandeau lingual. Vous voyez qu'il a un appui que singulaire, il n'appuie en aucun cas sur l'anneau gingival et la muqueuse. D'autre part, on a aussi un détail de la façon dont doit être dessiné ce bandeau lingual et la part du bandeau lingual qui est en fait une potence pour l'appui occlusal mésial de la 44. Sur ce cas clinique maxillaire, nous avons des groupes de dents, des dents isolées, un groupe de 2 dents et un groupe de 3 dents. 1, 2 ou 3 dents doivent avoir un appui mésial et un appui distal,
et cet appui distal et mésial doit être lié de telle manière à assurer une répartition des charges sur l'ensemble de ces 1, 2 ou 3 dents, tel qu'il n'y ait pas d'effet scoliodontique sur ce groupe de 1, 2 ou 3 dents. Nous voyons donc au secteur 1, bien sûr la 17, nous avons un crochet circonférentiel qui assure donc le ceinturage de ces dents et permet de ne pas avoir d'effet scoliodontique sur cette dent. D'autre part, sur le groupe de 3 dents 13, 14, 15, nous avons aussi un appui mésial et distal avec la mise en place de réciprocité d'une barre coronaire sur la 14 qui, l'ensemble était soudé, permet d'avoir un effet monolithique au niveau de ce groupe de dents. De même, sur la 24 et la 25, les deux bras de réciprocité, qui servent aussi de barre coronaire dans ce cas précis, eh bien, sont reliés ensemble et assurent une unité de ce groupe de deux dents. Et la 27, qui se retrouve aussi seule, et présente aussi un crochet circonférentiel qui permet un bon ceinturage de la dent. Là, nous vous proposons une checklist, un pense-bête de protocole de tracé de plaque. Au maxillaire, bien, le tracé de l'axe de symétrie passe par la bunoïde et les fossettes palatines. La projection des dents pour obtenir un couloir prothétique et le définir. Tracer des indices positifs et négatifs avec la notion de décolletage, de respect de l'espace de déglutition et phonétique. Le quadrilatère d'équilibre avec les axes de rotation, les appuis indirects. Le parallésage qui permet de définir une ligne de grand contour qui devient ligne guide avec des rétentions à 0,25, la mise en place des crochets et attachements, la mise en place des potences avec leur décharge, les limites latérales de la plaque pleine, la limite antérieure et la limite postérieure de cette plaque pleine, et puis les éléments complémentaires, barre coronaire, singulaire, stabilisation, rigidité de la plaque. À la mandibule, l'axe de symétrie qui passe par le frein de la lèvre inférieure et la moitié de la distance entre les 36 et 46, la notion de couloir prothétique, les indices positifs et négatifs avec un décolletage qui est à distance de l'anneau gingival, le quadrilatère d'équilibre avec les axes de rotation, les appuis indirects, le parallésage qui définit la ligne guide avec la rétention à 0,25, mise en place des crochets et attachements, les potences avec leur décharge, la barre linguale ou le bandeau, le raccordement de cette barre linguale ou du bandeau avec les selles, et la rigidité et stabilisation avec des éléments complémentaires tels que les barres coronaires ou les barres singulaires. Il faut aussi avoir en tête les principaux indications des crochets. Le crochet de base ou numéro 1, crochet cavalier, circonférentiel, Nani-Martinet, qui peuvent être aussi des crochets circonférentiels à action postérieure, des crochets circonférentiels anneaux, et puis des crochets d'origine cervicale, par exemple tels que le thé de roche, le demi-thé de roche, et puis la famille des clustires, des RPI. Après avoir vu des tracés de plaques métalliques de base avec des règles, nous pouvons ensuite organiser ces règles dans des tracés spécifiques pour un cas clinique. Par exemple, ici, en admettant que ce cas clinique soit un cas clinique idéal, avec une acceptabilité biologique et fonctionnelle où toutes les conditions sont optimales, eh bien, nous pouvons voir que le rectangle bleu correspondant à la future prothèse se trouve entièrement d'un côté de l'axe d'instabilité jaune, et si nous avons une occlusion absolument parfaite, nous n'avons pas de pression au niveau du groupe antérieur des dents du groupe incivo-canin. Nous allons simplement avoir une répartition des charges occlusales dans la déglutition sur le groupe prémolaire et molaire. Les flèches rouges montrent donc le plan sagittal, le plan frontal, qui correspondent à la notion de quadrilatère d'équilibre, et nous pouvons vérifier dans ce cas qu'il n'y aura pas d'instabilité due à une occlusion lors de la déglutition. Lors de la mastication, eh bien, seules les dents antérieures pourront rentrer en contact dans la préhension. Eh bien, nous aurons quand même le bloc postérieur, prémolaire et molaire, qui s'opposera à des mouvements antéro-postérieurs. De même que
le bloc prémolaire et molaire s'opposera latéralement aussi à la possibilité d'une instabilité prothétique et vice-versa. Le bloc antérieur peut s'opposer aussi à un mouvement d'instabilité autour de l'axe de crête sur le secteur 1. Ce type de prothèse pourrait donc être une prothèse beaucoup plus petite qui relierait directement les deux secteurs édentés et à mon avis ne peut être réservé qu'à des prothèses très élaborées, par exemple des prothèses combinées. Nous pourrions imaginer par exemple sur la 17 avoir une couronne avec un fraisage, une céramo métallique avec un attachement sur la 14 et puis avoir sur la 24 aussi une céramo métallique avec un attachement avec des glissières. Nous avons à ce moment-là la possibilité de réaliser une prothèse beaucoup plus petite et beaucoup plus acceptable pour le patient. Cet exemple veut simplement montrer qu'il faut réfléchir en instabilité et en stabilité. Quels sont les éléments qui vont déstabiliser ma prothèse? Quels sont les éléments qui vont stabiliser ma prothèse? Il est évident que c'est l'occlusion qui est hyper importante, puisque l'occlusion peut être un élément stabilisateur ou déstabilisateur de nos prothèses. Lors de la mastication, là aussi, nous avons la possibilité d'une instabilité de nos prothèses, et il faudra donc en prendre en compte les instabilités pouvant être créées par la mastication. Bien qu'il faut comprendre aussi que la mastication n'intervient que très peu de temps dans la journée, alors que nous déglutissons 2000 fois par jour et que nous avons très souvent les dents serrées lors de notre sommeil. Pour autant, ce type de prothèse est évidemment pas indiqué chez les patients qui auraient des parafonctions. Nous avons donc bien posé les conditions d'acceptabilité biologique et fonctionnelle en disant qu'elles sont optimales.